Des mois se sont écoulés depuis la défaite de Kirito face à l'administrateur. En raison d'une surcharge de puissance combinée à la mort de Joe, le lien d'amitié est brisé, tout comme Kirito, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Alice l'emmène dans le village de leur enfance, bien qu'elle soit toujours considérée comme une criminelle, et le maire, son père, les renvoie. Ils vivent désormais dans une cabane à la périphérie du village, n'ayant de contact qu'avec sa sœur et un groupe de bûcherons. Un jour, ils demandent de l'aide à Alice, qui utilise l'énergie stockée dans le bois dur de la lame Giga Cedar de Kirito pour abattre les arbres de qualité inférieure. Soudain, Kirito tombe de son fauteuil roulant, s'agrippant aux jeunes bûcherons du village de Norvern qui lui ont pris l'épée de Joe. Les restes d'une amitié pure font que Kirito, catatonique, bouge plus qu'il ne l'a fait depuis des semaines. De retour à la cabane, un dragon descend du ciel, un chevalier de l'intégrité monté sur son dos. Eldri Synthesie 31 est surpris de trouver Alice, et encore plus lorsqu'il aperçoit Kirito, qu'il réprimande pour avoir tué le pontifex et jeté le royaume dans la tourmente. Les habitants du territoire des ténèbres ont commencé à attaquer les villes et les villages, mais elle se sent responsable de la sécurité de Kirito et refuse, ce qui provoque le départ d'Eldri, mécontent. Cette nuit-là, Kirito réagit à nouveau. Cette fois, Alice remarque des panaches de fumée en direction de Rude. Les raids sont plus proches qu'elle ne le pensait. Alice enfile son armure sous une cape et se précipite, chevauchant son dragon dans la mêlée, choquant les villageois à son arrivée. Elle tente de les évacuer, mais son père et les autres refusent d'obéir aux ordres d'un criminel. Elle n'a d'autre choix que de révéler son identité de chevalier de l'intégrité. Abasourdi, les villageois changent immédiatement d'avis et réserve, laissant Alice affronter la horde de gobelins et d'or. Plus tard, elle part à la recherche des chevaliers de l'intégrité dont Eldri a parlé. Pendant ce temps, sur l'océan Turtle, une petite équipe de mercenaires infiltre la base, mais la salle de contrôle est vide. Asuna et les employés de Horat se cachent dans la sous-salle de contrôle. Il est clair que les hommes sont au courant du projet Alice. Ils doivent accéder au Fluctlight d'Alice avant les mercenaires. Apparemment, lorsque l'électricité a été coupée, au moment où Kirito accédait à la console virtuelle, ses pensées autodestructrices après la mort de Joe se sont actualisées. Cela a apparemment désactivé l'ego de son Fluctlight. Il s'avère que les mercenaires sont des joueurs de GGO que Kirito et ses coéquipiers ont combattus avant d'être emportés dans le monde souterrain. Le chef de l'équipe a été embauché au noir par le gouvernement américain, qui a appris l'existence du projet Alice, et l'a chargé de récupérer la Fluctlight d'Alice, sans doute parce qu'il a un homme à l'intérieur de l'équipe. Les mercenaires se retrouvent enfermés hors de la salle de contrôle du sous-marin et des Fluctlights, si bien que leur génie technique pense que le seul moyen d'extraire l'IA est d'accéder à une console virtuelle depuis l'intérieur du monde souterrain. Grâce à ses talents de hacker d'élite, ils découvrent que chaque habitant du territoire noir possède sa propre Fluctlight, ce qui les rend virtuellement identiques à celles du royaume humain. Ils remarquent également les mots au final Load Test, test de charge finale, qui apparaissent dans les journaux, sans savoir de quoi il s'agit ni si cela risque d'interférer avec leur plan. Le plan est simple, plonger en profondeur dans l'un des rôles, en utilisant des comptes administrateurs, et extraire Alice de l'intérieur. Heureusement, tous les comptes de haut niveau du territoire des ténèbres ne nécessitent pas de mot de passe. Pendant ce temps, le génie technologique de Rat a le même plan peu inspiré. Apparemment, s'ils parviennent à tisser des liens d'amitié, ils pourront réparer les dommages causés au Fluctlight de Kirito par sa seule puissance. À Tokyo, Sinon est à deux doigts de remporter le BOB dans GGO, mais le joueur subtilisé la rattrape, rendant son fusil de sniper inutile dans un tel périmètre. Elle est attrapée par la gorge, et pendant que le joueur l'étrangle, il prononce de façon inquiétante « Ton âme sera si douce ». Elle se réveille en sursaut de son cauchemar, toujours en proie à son syndrome de stress post-traumatique. Il s'avère que Subtilisé est le chef des mercenaires qui plongent actuellement dans le monde souterrain. Enfant, Gabriel Miller était étrangement obsédé par les âmes, alors qu'il ne semblait pas en avoir. Gabriel plonge en tant qu'empereur Vecta, avec un membre de son équipe en tant que chevalier noir. Un chevalier noir. En tant qu'empereur, il déclare la guerre à l'Empire humain avec un soutien massif. Sa seule requête est de capturer la prêtresse de la lumière, Alice, vivante. Cependant, en privé, Shasta, général des Chevaliers Noirs, dénigre l'empereur auprès de son subordonné et amant. Ils envisageaient de faire la paix avec le royaume des humains. Ce soir-là, la femme se déguise en concubine et se rend dans les quartiers de l'empereur. Elle sort un couteau,
mais le bourreau potentiel devient rapidement l'exécuter. Les mains autour de son cou, Gabriel se souvient de la première fois qu'il a ôté la vie à quelqu'un, en retirant un pic à glace de l'oreille de son ami d'enfance. Ses yeux sans âme regardent ce qu'il croit être l'âme de la jeune fille quitter son front et flotter vers le ciel. Son obsession pour Alicia s'infiltre dans le monde souterrain tandis que la vie quitte l'assassin. Il devient étourdi, convaincu que la lumière qui quitte son corps est son âme. Enfin, après tant d'années et de tests, il a recréé la même sensation. Il inhale l'étrange substance et voit une vision de la mémoire de la femme, comme il l'a fait avec Alicia. Puisque le fluct light d'Alice est si important, il doit avoir un goût encore plus doux. Le lendemain, l'empereur Vecta s'adresse à ses sujets, révélant la tête gelée de la femme dans un bloc de glace en guise d'avertissement à tous ceux qui voudraient défier son règne. Shasta, son amant, devient furieux et s'exclame « Super Saiyan nu ». Il attaque, mais son être entier est aspiré dans le trou noir de l'âme de l'empereur. Terrifié, l'armée se rassemble au cri de longue vie à l'empereur. Dans l'Empire humain, Alice découvre que la porte de l'Est sera détruite à la dernière étape, alors qu'elle commence à s'effondrer. Eldri accueille Alice à son arrivée au campement de la porte de l'Est, mais s'en prend à elle lorsqu'il aperçoit Kirito. Berkouli se présente, lui disant de se détendre. Soudain, il s'arrête et attaque Alice. Pour une raison ou une autre, l'attaque n'aboutit pas. Il s'avère que Kirito possède un Ojutsu latent inconscient. Ce soir-là, Alice est troublée par les sentiments qu'elle éprouve pour Kirito. Alors qu'elle se penche pour embrasser l'épéiste catatonique, elle est interrompue par les anciens padawans de Kirito et de Jo, Ronnie et Tiez, qui sont bouleversés par la révélation de la mort de Jo et de l'état de Kirito, et qui promettent de s'occuper de lui pendant la bataille. Lors de la réunion de guerre du lendemain matin, les chevaliers de l'intégrité prévoient de faire passer les forces du territoire noir par le ravin où se trouve la porte de l'Est. Il suffit donc d'absorber l'énergie des soldats décédés pour rendre les mages ennemis impuissants. Normalement, personne ne serait capable d'accomplir une telle tâche. La clé, c'est Alice, qui a acquis un pouvoir comparable à celui d'un dieu, pour une raison ou pour une autre. Alors que la porte de l'Est tombe avec fracas, les deux camps se préparent au combat. Deus Elber décoche un torrent de flèches enflammées tandis que les légions de gobelins avancent. Ailleurs, Eldri est contourné par des gobelins qui utilisent des bombes fumigènes, ce qui déroute le chevalier, qui n'a jamais rien vu de tel. Un soldat court avertir les autres de l'arrivée des forces gobelins, se demandant où a disparu le chevalier de l'intégrité Renly. Il s'avère qu'il a tourné les talons et s'est enfui vers le corps de ravitaillement. Les hordes de géants sont stoppées dans leur élan par Fanasio, qui dégage une présence terrifiante, jusqu'à ce que leur chef se mette à dérailler, son œil droit brillant d'une lueur rouge alors qu'il se libère de la meute, ce qui a pour effet de figer Fanasio sur place. Il saute en l'air, mais avant que son coup n'atteigne son but, l'un des chevaliers de Fanasio bloque l'attaque, et ses os craquent sous le poids du coup. Le chef ayant été emporté, Fanasio peut à nouveau bouger et jure de se venger. Brandissant une poutre s'élevant vers les cieux, elle coupe le géant en deux et ordonne à ses troupes d'avancer. Deus Elber est à court de flèches, ce qui pousse le chef des gobelins à attaquer. Le chevalier abat de nombreux subordonnés du chef, mais il est débordé et coincé par deux des gobelins. Alors que le chef s'apprête à attaquer, l'un des hommes de Deus Elber le distrait, ce qui donne au chevalier de l'intégrité le temps de tirer son épée comme une flèche, qui pénètre les défenses du chef gobelin et anéantit ses hommes. Alice plane au-dessus du champ de bataille, observant le massacre. Elle commence à absorber les ressources spatiales libérées par la mort, créant un orbe géant dans le ciel. Les deux enfants qui ont empoisonné Kirito et Ejo dans la cathédrale, Linel et Fizel, se feraient un chemin jusqu'au temple de stockage pour trouver l'épéiste catatonique et Renly le déserteur. Avant qu'ils n'y parviennent, Ronnie et Tiez tombent sur le chevalier aux cheveux verts. Soudain, ils aperçoivent de la fumée à l'extérieur de la tente. Les gobelins des montagnes se sont frayés un chemin dans les rangs. Renly se souvient des jours traumatisants de son entraînement, où il a accidentellement tué son meilleur ami. Remarquant que Kirito essaie de protéger les filles, il fait pousser des pierres, les sauve et commence à utiliser la maîtrise parfaite de sa lame à double aile. Alors qu'il affronte le chef des gobelins des montagnes, son comportement change et il s'en débarrasse rapidement en le tranchant en deux verticalement, ce qui semble être la méthode préférée du chevalier de l'intégrité pour faire face à presque tout. Linel et Fizel le rattrapent, impressionnés qu'il ait fait quelque chose. Le chancelier des mages noirs déploie l'ensemble de ses serviteurs, mais c'était sans compter sur l'OP Time Splitting Sword de Berkouli, qui les anéantit tous. Furieuse, la chancelière ordonne à ses mages de libérer leurs arts sacrés, mais ils se révèlent incapables de lancer la moindre magie.
Alice a rassemblé toutes les ressources spatiales de la région. Alice se replie et Fanasio ordonne aux mages d'épuiser l'énergie spatiale en soignant leurs troupes. Eldri apparaît, honteux de n'avoir pu empêcher les gobelins des montagnes de contourner ses rangs. Soudain, le chef des ogres apparaît. Il révèle le retour de l'empereur Vecta et son objectif de capturer la prêtresse de la lumière, qu'il suppose être Alice, avant que cette dernière ne la batte. Elle transmet les nouvelles informations à Berkouli. Il prévoit de diviser le rang et d'attirer l'ennemi loin du ravin. Dans le territoire des ténèbres, Vecta apprend que les ressources spatiales sont libérées à la mort, et demande au chancelier de tuer 3000 soldats afin de rassembler suffisamment de ressources pour lancer une contre-attaque, puis elle ordonne au chef orc de sacrifier une grande partie de ses hommes. Alors qu'Alice et Berkouli s'approchent par la voie des airs, ils sont pris par surprise lorsque l'ennemi lance un art sacré. La chancelière rit en libérant l'énorme puissance récupérée sur les ors sacrifiés. Soudain, Eldri vole au front et détourne l'attaque d'art sacré de l'ennemi et tente de la contrer avec la sienne, perdant ainsi la vie. Il réussit à énerver Alice, et elle soulève les mages avec rage, s'annonçant comme la prêtresse de la lumière. Il se met à sourire, son étrange fétiche de l'âme confondant Alice et Alicia. Il ordonne aux chevaliers noirs et aux pugilistes de suivre le leur vers le sud et de capturer la prêtresse de la lumière saine et sauve. Les pugilistes sont les premiers à les rattraper, ils ne se battent qu'au corps à corps et refusent de se laisser trancher par une épée. Sheita, une chevalier de l'intégrité connue pour son calme, se porte volontaire pour les affronter en solo. Lorsque l'un des pugilistes s'apprête à la frapper, elle utilise son épée en forme d'aiguille pour lui trancher le poing et lui remonter le bras. Le chevalier commence calmement à réduire leur force. Ranli et ses troupes sont à l'affût, prêts à tendre une embuscade. À leur insu, Vasago, le mercenaire, est en mission furtive au camp du corps de ravitaillement et les élimine un par un. Le chef des pugilistes affronte Sheita. Mais l'un des pugilistes interrompt le reste de leur force et la chevalière s'échappe avec son dragon. Au camp du Supply Corps, Vasaga est rejoint par Roni et Thiez, qui tentent de défendre le camp. Soudain, une silhouette lumineuse apparaît dans le ciel. Les filles reconnaissent qu'il s'agit de la déesse Stacia, qui crée une brèche géante entre les armées et ouvre une fosse sous Vasago. Alors qu'il tombe, un déclic se produit et il reconnaît Asuna. Avant de plonger, le génie technologique de Rat a prévenu Asuna que, malgré sa capacité à modifier le terrain, elle devait s'arrêter si elle avait mal à la tête, ce qu'elle fait pour éviter de surcharger son Fluctlight. Elle admet qu'elle n'est pas Lady Stacia, et dit aux filles qu'elle est à la recherche de Kirito. Il se trouve qu'elle est tombée sur les personnes qui savent exactement où il se trouve. Sa seule voix suffit pour que l'épéiste catatonique essaie de tendre la main, les larmes coulant sur ses joues. En quittant la caravane, elle est soudain attaquée par une Alice jalouse. Berkouli intervient et réfute son affirmation selon laquelle Asuna est une espionne ou une hérétique, expliquant qu'elle les a sauvés. Il décide d'organiser une réunion avec les autres chevaliers, où Asuna tente d'expliquer qu'elle vient d'un autre monde à la recherche d'Alice, mais cette dernière n'est pas très heureuse à l'idée de l'accompagner dans le monde réel. Asuna apprend l'existence de l'inhibiteur dans l'œil droit et du code 871. Berkouli fait le rapprochement et découvre que Vecta vient du monde réel. Asuna est choquée d'apprendre que le territoire des ténèbres possède des comptes de haut niveau. Alice accepte à contre-séure de l'accompagner, mais pas avant d'avoir vaincu l'ennemi et sauvé l'Empire humain. Le lendemain, les chevaliers noirs et les pugilistes reçoivent l'ordre de traverser la faille à l'aide de cordes jusqu'à l'autre côté. Sur l'océan Turtle, le mercenaire génie de la technologie synchronise le temps du monde souterrain avec celui du monde réel. Il lance un correctif et invite les joueurs américains de MMOVR à participer à un test bêta dans le monde souterrain afin de renforcer les défenses du territoire des ténèbres. YUI s'en aperçoit et contacte Sinon et Lifa. YUI informe alors Agile, Klein et les autres, qui prévoient de transférer leur compte de joueur d'Halo vers l'un des rôles. Ils se heurtent à des réactions négatives lorsqu'ils tentent de rallier d'autres joueurs d'Halo à leur cause, mais après un discours passionné, tout le monde est convaincu. Dans le monde souterrain, 20 000 joueurs américains descendent du ciel dans des rayons de lumière rouge pour devenir des chevaliers rouges de niveau 1. Asuna tente d'ériger des murs de pierre pour les bloquer, mais les chevaliers de l'intégrité se portent volontaires pour les repousser. Les chevaliers rouges commencent à attaquer tout ce qu'ils voient, même les forces du territoire des ténèbres. Le chef des pugilistes s'enflamme lorsqu'il remarque que Vecta a plongé sur son dragon. Son œil droit devient rouge et il l'arrache brutalement, avant de traverser la brèche avec des flammes sortant de ses pieds. Asuna perd son sang-froid et son bras avant que le chef des pugilistes ne lui demande de combler la brèche pour que son peuple puisse traverser et l'aider à combattre les chevaliers rouges.
Alice tente de se dégager de la mêlée pour attaquer du haut d'une colline, jusqu'à ce que Vecta arrive en trombe. Depuis que l'empereur possède la prêtresse de la lumière, le chef des pugilistes estime qu'ils n'ont plus à se battre pour lui et propose de retenir les joueurs américains. Shatta propose de le rejoindre tandis que les autres suivent Vecta. De retour sur l'océan Turtle, le mercenaire génie de la technologie prévoit de déployer 20 000 joueurs supplémentaires pour les attaquer. Vassago a l'intention de se joindre au combat, mais cette fois en utilisant son propre compte. Lorsque les nouveaux joueurs se connectent, Asuna et les autres sont encerclés. Alors que tout espoir semble perdu, une silhouette lumineuse apparaît dans le ciel, rasant les forces ennemies d'un puissant coup d'arc. Sinon s'excuse d'être en retard et Asuna, les yeux pleins de larmes, l'embrasse.